Les experts atlantiques. We don't get fooled again. Les experts atlantiques avec Bader Saoudi. La plaie des loyers impayés n'est pas refermée. La Covid n'épargne ni l'épargnant propriétaire ni l'assidu locataire. Si l'économie est par terre, les revenus en souffrent et les loyers aussi. Nous en parlons ce matin pour savoir que faire. Il se trouve par chance que nous avons des experts pour répondre à nos questions et surtout aux vôtres au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts atlantiques. Disons 10h17 sur la pendule d'Atlantique. Nous avons le temps de déblayer le vaste sujet de la location, du bail commercial. Avec nous en télétravail, une voix d'avocat que vous connaissez, Maître Younes Hannibal. Bonjour. Bonjour. Et avec nous aussi ce matin, une voix que vous découvrez peut-être pour certains, Maître Jad Aboulechbel, notaire à Casablanca. Nous avions effectivement fait ensemble une émission effectivement sur un thème un peu similaire, c'était plus précisément sur le bail commercial. Je vous dis bonjour aussi. Bonjour à tous. Donc justement, aujourd'hui nous allons profiter de l'occasion qui nous est donnée pour en effet aborder les différents cas de figure qui se présentent aux locataires et aux propriétaires. Il y a effectivement beaucoup de choses à dire sur les problématiques que l'on rencontre aujourd'hui. On s'en rappelle, la dernière fois, nous avions eu beaucoup de témoignages, d'appels de personnes qui étaient en difficulté et qui avaient besoin de conseils pour, en effet, régler les différents problèmes qui s'offrent à eux. Ça me permet, justement, dans ce type d'émission, surtout en première partie, de rappeler qu'exceptionnellement, vu le sujet, vous pourrez toujours poser des questions aux spécialistes du droit qui peuvent toujours proposer des solutions, parfois intermédiaires, mais parfois les recours judiciaires ne sont pas évitables. On y reviendra et donc vous pourrez toujours nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80 pour savoir comment récupérer un loyer qui nous est dû ou trouver des solutions intermédiaires, je vous le disais. Mais sans plus attendre, je voudrais, parce que j'avais dérogé à la règle, poser la question à Maître Younes Hannibal cette fois-ci, contrairement à la dernière fois. Vous qui êtes au contact, Maître, du mastodonte judiciaire, je voudrais prendre un peu des nouvelles de la justice au Maroc, au temps du Covid, pour encourager ou bien dissuader les recours au recours judiciaire en ces temps où, vous l'avez assez souligné, la justice a été dans un premier temps à la rentrée assez débordée. Oui, elle l'est toujours, parce que c'est pas en un mois ou deux qu'on va réussir à désengorger les tribunaux, vu le nombre de dossiers qui se sont entassés depuis le début de la crise, c'est-à-dire depuis mars à aujourd'hui. Néanmoins, ça fonctionne de façon assez régulière aujourd'hui. Maintenant, si j'ai un conseil à donner, est-ce qu'on peut conseiller aux gens de recourir à la justice? Je vous dis non, c'est-à-dire tant qu'il y a possibilité de régler les choses à l'amiable, tant mieux pour tout le monde. Maintenant, le recours à la justice ne devrait se justifier que par le fait que il y aurait des situations auxquelles il n'y a pas de réponse dans le dispositif législatif. Donc il appartiendra au juge d'apprécier, non pas un arbitre, non pas un médiateur, non pas un conciliateur, mais il faut que la justice intervienne pour interpréter, pour apporter les réponses auxquelles la loi n'apporte pas. C'est-à-dire des cas de figure, est-ce que l'expulsion sera justifiée si le non-paiement résulte d'une situation due à la crise sanitaire? Maintenant, c'est au juge de se prononcer sur la chose. Donc créer une jurisprudence, oui, c'est dans cette optique où il n'y a pas de problème. Mais tant qu'il y a possibilité de régler les choses à l'amiable, d'un commun accord ou bien conventionnellement, ça c'est préconisé de façon très objective. D'accord, donc ça c'est pour ce qui est de l'état en effet de la justice au Maroc. On en vient à présent peut-être au sujet qui nous réunit, même par téléphone aujourd'hui. C'est en effet la question du bail, des difficultés qui se sont accumulées à payer. On en a eu ici même, sur cette antenne, des témoignages assez éloquents. Il y a des difficultés, il y a des façons différentes d'y faire face. Et quand il y a des difficultés, vous l'avez assez souligné, Maître Younes Hannibal, qui précédaient en effet la situation de crise sanitaire, la réponse est simple, mais quand la situation difficile et le fait exclusif, en effet, disons des problèmes économiques qu'a engendré l'épidémie, là, il y a un moyen où il y a possibilité de négocier. Tout à fait, mais encore, c'est-à-dire même dans ce deuxième cas de figure, faut faire attention parce que vous savez,
il y a des contrats qui ont continué à fonctionner de façon normale. Donc on parle des personnes qui se sont vues opposer la décision des autorités gouvernementales, c'est-à-dire là où il a été conseillé de fermer, là où le décret a ordonné la fermeture d'un certain nombre d'établissements. Mais pour les personnes qui ont continué à travailler de façon normale, les contrats n'ont pas été impactés, les revenus n'ont pas été impactés. Donc ce genre de personnes, on ne peut pas les inclure dans une exonération de responsabilité contractuelle. Donc ce sont des gens qui devront payer néanmoins. Maintenant, au cas par cas, c'est-à-dire ce genre de choses, ces éléments doivent être produits au juge pour qu'il puisse, lui, de son propre chef, apprécier la circonstance, si oui ou non le revenu a été impacté, à quelle hauteur, est-ce qu'il y a eu diminution du temps de travail, est-ce qu'il y a eu fermeture de l'entreprise, est-ce que ce sont des gens qui ont arrêté carrément de travailler, est-ce qu'il y a aussi des personnes qui ont d'autres revenus que ceux qui sont relatifs au salaire. Donc voilà, donc ce sont des situations assez particulières que le juge devrait apprécier de façon, au cas par cas plutôt. Parfait. Merci maître pour votre réponse. Je me retourne vers cette fois-ci notre invité qui est notaire, je le rappelle, est maître Jed Aboulechbel. Je me retourne vers vous pour une question aussi juridique. En attendant de recueillir peut-être des témoignages ou des questions en effet d'auditeurs qui peuvent toujours nous joindre au 05 22 95 36 70 ou 80. Je le disais, pour toutes les questions relatives à la location, au loyer justement ou au bail commercial. Je voulais justement vous poser la question de savoir, en l'occurrence, est-ce que la loi prévoit des distinctions entre le bail commercial et la location de tous les jours qu'on connaît pour des raisons, disons, de nécessité première, qui est d'avoir un toit sur sa tête, tout simplement. Est-ce que la loi, en termes de rigueur, en termes de loyer, est plus intransigeante dans un cas que dans l'autre, ou bien est-ce que les situations sont tout à fait comparables et même tout à fait similaires ? Alors, pour répondre à votre question, il faut savoir effectivement que les baux ne sont pas nécessairement régis par le même texte. C'est-à-dire que si l'on parle d'un bail à usage commercial ou artisanal ou industriel, et donc il s'agit du texte de loi 4916, vous avez toute une série de dispositions qui sont extrêmement protectrices pour le preneur, c'est-à-dire pour le locataire, pour qu'il puisse exercer son activité. Maintenant, si l'on parle d'un bail à usage professionnel ou d'un bail à usage d'habitation qui relève, lui, du même texte, c'est-à-dire la loi 67/12, la protection est un peu moindre. Alors, que vous dire ? Sinon que déjà, comme l'a dit Maître Hannibal, nous avons une justice qui est surchargée et qui va devoir interpréter le contrat. Parce que la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le contrat ? Si le contrat a été précisément rédigé, peut-être que ces options avaient été envisagées. Mais si le contrat est flou, dans ces cas-là, il y aura une marge d'interprétation pour le juge en cas de contentieux. Donc, dans ce type de circonstances, il faut bien savoir que, même si la jurisprudence n'a pas tranché, et là je crois que Maître Hannibal sera d'accord avec moi parce que je l'ai déjà entendu à ce sujet, on peut imaginer que l'obligation de payer le loyer pèse sur les épaules du preneur à usage d'habitation parce que le Covid et la crise sanitaire ne l'a pas empêché de vivre dans le local et peut-être même la contraint à rester plus longtemps dans le local. Alors, bien évidemment, si lui a des difficultés et des difficultés réelles, c'est-à-dire qu'il ne se cache pas derrière un prétexte fictif pour ne pas payer le loyer, on ne peut que l'inviter à prendre contact avec son bailleur, lui expliquer ses problèmes pour éventuellement arriver à un arrangement amiable et éventuellement, et même je dirais même qu'il faut le faire, contractualiser cet arrangement amiable qui peut se traduire par une baisse ponctuelle de loyer, mais cette obligation de payer le loyer lui incombe malgré le Covid. Alors, pour ce qui est des baux à usage professionnel et des baux commerciaux, la question pourrait se poser si la crise sanitaire a empêché la personne d'exercer une activité. Mais il semble, là encore, que ce n'est pas au bailleur de supporter le risque. Nous ne sommes pas dans un contrat de gérance libre où là on peut considérer que celui qui loue, non pas le local mais le fonds de commerce, est un peu sur la même barque que son locataire. Ici on peut considérer que normalement, qu'il s'agisse d'un bail à usage professionnel ou d'un bail à usage commercial, même si là encore, je le répète, la jurisprudence n'a pas tranché et il y aura des cas différents, l'obligation de payer demeure. D'où la nécessité, je pense, en bonne intelligence, de prendre contact avec son propriétaire pour éventuellement envisager une modalité de paiement de loyer différé ou réduit, tout ça sous forme écrite et contractualisée,
Et éventuellement, puisque vous savez que la situation sanitaire n'est pas totalement lisible pour les mois à venir, contractualiser pour l'avenir et éventuellement savoir ce que l'on pourrait faire en cas de nouveaux problèmes. Donc ici, moi, je suis vraiment dans une logique de conciliation parce que je sais que la jurisprudence n'est pas encore fixée, qu'il y aura sans doute des décisions contradictoires, que la jurisprudence ne sera unifiée par la Cour de cassation qu'au terme de longues procédures. Et comme Maître Hannibal, j'invite fortement les parties à arriver à des engagements et des arrangements pour éviter les problèmes. Et la meilleure manière, c'est de communiquer, de contractualiser, de concilier et d'établir un écrit justifiant ce nouvel accord et ce nouveau point de départ. Et j'ajouterais que ça peut être aussi l'occasion d'établir un bail dans les règles, parce que tout le monde n'a pas nécessairement fait un bail conforme aux dispositions impératives de la loi, et donc de prendre un nouveau départ dans cette situation délicate qui peut être l'occasion de mettre beaucoup de choses à plat. D'accord. On retiendra en effet peut-être l'interrogation sur la responsabilité. Vous avez dit peut-être du locataire ou bien tout simplement du propriétaire. Mais je me retourne vers vous, Maître Younes Hannibal, parce que je vous ai aussi entendu sur cette question qui est très intéressante. Et vous vous posiez effectivement la question de savoir qu'en cas de fermeture administrative, en cas de difficulté économique liée à une décision d'État, on s'est posé en effet la question sur cette antenne, entre autres, de savoir à qui incombe la responsabilité in fine. Si en effet il y a une activité qui souffre directement d'une décision qui a été prise pour préserver la santé des citoyens, la décision est prise au niveau administratif et donc elle a une répercussion, notamment ce qui concerne le bail commercial. Il y a des petits commerces, on le voit à Casablanca, qui n'ont pas rouvert même après le déconfinement du fait des difficultés qu'ils ont connues. Peut-être un mot, une minute, Maître Younes Hannibal, sur cette interrogation sur la responsabilité avant de passer la parole à Adil Ablaali qui nous a rejoint à l'instant sur le plateau. Responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Aujourd'hui, il y a deux parties au contrat qui se sont fait opposer une décision gouvernementale. Mais la décision gouvernementale, elle est dictée par un intérêt général, un intérêt commun, un intérêt national, celui de la préservation de la santé publique. Donc là, il sera très difficile d'aller rechercher la responsabilité de l'État en la matière, parce que finalement, c'est le gouvernement qui aura décrété l'état d'urgence sanitaire avec les conséquences qui en découlent. Oui. Ça touche tout le monde, parce que si on devait responsabiliser l'État, tous les secteurs, toutes les parties, chaque personne... On recours à la justice en ce sens, oui. On ne va pas en finir, non. Mais là, nous sommes en plein cas de force majeure, qui est prévu d'ailleurs pas par les dispositions des obligations et des contrats. Et là, bon, maintenant, à part le conventionnel et la décision de justice qui peut apaiser les conséquences juridiques d'un engagement contractuel qui ne sera pas observé, je ne pense pas qu'il y ait une responsabilité à établir, en tout cas, devant les juges. Les experts atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi. Deuxième partie de cette émission des experts atlantiques. Nous nous retrouvons ce mardi pour évoquer les problématiques liées au bail, le bail commercial évidemment, mais la location d'habitation, comme nous en parlions au début d'émission. Il y a quelques appels qui se sont cumulés. Je voudrais donner la possibilité aux experts qui sont avec nous à l'antenne. Une voix que vous connaissez, je le disais, Maître Younes Hannibal qui est avec nous par téléphone et Maître Jed Aboulechbel, notaire à Casablanca. Il nous fait le plaisir de participer une deuxième fois à cette émission. Nous avons quelques questions d'auditeurs, justement, qui eux aussi nous ont fait le plaisir d'attendre justement pendant cette pause musicale. Je voudrais leur donner l'occasion de s'exprimer. Il y a tout d'abord Mounir qui nous appelle de Casablanca. A-t-il peut-être des questions précises sur le sujet? On voudrait le savoir. On l'écoute. S'il est avec nous, je vous dis bonjour. Je crois qu'il y a une difficulté. Je crois que Mounir est avec nous à présent. Si vous nous écoutez, si vous êtes au bout du fil, je vous redis bonjour, Mounir. Bonjour Sylvie, ça va, vous allez bien? Bonjour Simonel, comment allez-vous? Très bien, merci et vous-même? Tout va pour le mieux. Justement, le but de cette émission, c'est quand même de donner la parole aux gens qui ont des questionnements, parfois juridiques, tout simplement des témoignages à faire entendre. Sans plus attendre, je vous donne la parole si vous voulez vous exprimer sur tel ou tel aspect que je viens d'évoquer. On vous écoute. Merci à vous, merci à vos experts pour tout l'éclairage que vous nous apportez. Ma question, elle est très très simple. Je suis propriétaire d'un local commercial que je loue à une personne depuis 13 ans.
Cette personne paye son loyer sans aucun problème. Ma question est comment je fais pour récupérer le local en question pour une activité personnelle sans passer par les tribunaux. Comment on fait? J'ai essayé à l'amiable. Oui. Cette personne paye et il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais je ne sais pas, j'ai demandé à plusieurs personnes, j'ai eu plusieurs, entre guillemets, fatwas là-dessus et je ne sais toujours pas comment je fais pour récupérer mon local. D'accord. Donc vous avez loué un bien et pour à usage commercial et la question c'est de savoir il n'y a pas de problème mais vous souhaitez le récupérer pour X ou Y raison qui vous est personnelle. D'accord, pour usage personnel. Parfait. Je crois que je donnerai l'occasion à nos deux invités de vous répondre. Maître Younes Hannibal, tout d'abord peut-être si vous êtes avec nous. Je voudrais qu'on réponde à cette question d'auditeur et je donnerai par la suite la parole à notre autre invité, Jad Abouleshbel, qui est notaire également, qui a probablement des avis sur la question et des procédures à suivre. Bon, ce qui est intéressant dans la question, c'est que le propriétaire est très clair, c'est-à-dire qu'on n'est pas face à un propriétaire qui cherche des motifs fallacieux pour évincer un locataire. Donc finalement, c'est quelqu'un qui veut récupérer le local à usage commercial pour un besoin personnel. Bon, quand j'ai besoin personnel, pas pour y habiter, je présume que c'est pour y exercer une activité. Maintenant, la loi est claire là-dessus, c'est-à-dire les seuls cas qui justifient l'évacuation d'un locataire sans indemnité, c'est la défaillance dans le paiement, c'est la démolition-reconstruction avec la possibilité de réintégrer les lieux et avec éventuellement une indemnité provisoire, ou bien l'usage, c'est-à-dire quelqu'un qui entend habiter dans le lieu en question. Maintenant, si aucun de ces motifs n'est réuni, la seule issue, c'est de négocier avec le locataire du local commercial afin de discuter d'une indemnité. Parce que le plus important dans un bail commercial, c'est l'existence d'un fonds de commerce, une activité en cours. Et depuis 13 ans, l'activité, elle s'est développée. Donc le seul moyen, c'est de négocier un montant de l'indemnité avec la personne concernée pour que l'évacuation se fasse rapidement. Sinon, c'est au tribunal, il appartiendra au tribunal de se prononcer sur la question et l'indemnité, elle est calculée selon les déclarations fiscales, les 4 dernières déclarations fiscales. Maintenant, il est fortement conseillé, comme l'avait dit tout à l'heure mon ami Maître Abouleshbel, il est fortement conseillé ou bien de développer encore plus cette culture de négociation. Il est conseillé, surtout même avec les temps qui courent, il serait plus intéressant de s'approcher du locataire et puis négocier avec lui des départs pour voir l'indemnité s'il y a lieu de se mettre d'accord dessus ou pas. Parfait. Pour la procédure générale, je crois qu'il est difficile de faire plus précis, mais si l'on va justement dans le détail en ce qui concerne cette procédure de médiation, de négociation, s'il fallait savoir un peu comment s'y prendre concrètement, quelles sont les démarches à suivre sur ce volet-là, peut-être Jad Abouleshbel, maître sur ce volet-là, que répondre à notre auditeur? Je crois que la communication avec notre invité notaire Jad Abouleshbel. Oui. Vous m'entendez ? On vous entend parfaitement. Je répondrai à notre auditeur, donc à Mounir, je crois, qu'il est piégé par les dispositions protectrices de la loi sur les baux commerciaux. Parce qu'il faut qu'il comprenne bien que lorsqu'il conclut un bail commercial, et ça c'est un avis qu'on peut communiquer à tous les auditeurs, le preneur qui exerce une activité commerciale, industrielle ou artisanale se doit d'être protégé. C'est-à-dire qu'il a besoin de ce local qui abrite son activité et donc il a la faculté d'y rester dès lors que le bail a été régulièrement établi et qu'il peut se prévaloir même d'un droit au renouvellement, c'est-à-dire lorsque le bail s'achève, il peut obtenir un renouvellement et s'il n'y a pas renouvellement, être indemnisé, comme l'a dit Maître Hannibal, sur la base de la valeur du fonds de commerce, à moins qu'on montre que le préjudice est moindre. Alors, dans cette logique de médiation qui n'est pas une logique contentieuse, et Maître Hannibal et moi-même, nous sommes complètement d'accord sur ce point. Il faut vraiment, en cette période particulière, essayer d'arriver à des arrangements. Eh bien, il n'y a pas de règle, sinon prendre contact avec la personne, faire une proposition, parce qu'il n'y aura pas moyen d'éviter le paiement d'une indemnité, et encore faut-il que le preneur souhaite partir parce qu'il a un bail avec une durée et qu'il est en droit de demeurer dans les lieux jusqu'au terme de cette durée. Et dans ces cas-là, une personne de confiance, ça peut être un notaire, un avocat, qui va
établir un protocole d'accord qui prévoira les modalités dans lesquelles le bail va cesser et l'indemnité qui sera évaluée à ce moment-là. Donc cette indemnité, elle est fixée par la loi par rapport à la valeur du fonds de commerce. Maintenant, si le préjudice est moindre, le juge peut très bien prononcer une décision portant sur une somme moindre, mais on ne peut qu'inviter les parties à trouver un accord pour permettre la récupération des locaux. Mais le problème plus général, c'est qu'effectivement, lorsque l'on loue à titre de bail commercial, il faut savoir que le locataire a le droit d'y demeurer, et j'ajouterais même que si le locataire cédait son fonds de commerce, notre bailleur serait obligé de subir le nouveau locataire dès lors que celui-ci réglerait et respecterait les conditions du bail. Je vous remercie pour cette réponse exhaustive, l'un et l'autre, justement, de nos invités. Je le rappelle, Maître Younes Hannibal et Maître Jad Aboulachbel. Nous avons une autre intervention d'auditeurs, mais je rappelle que d'autres auditeurs qui veulent poser leurs questions peuvent toujours nous joindre. Comme d'habitude, au 05 22 95 36 70 ou 80. La thématique du jour, c'est évidemment le bail, justement le bail qu'il soit commercial ou la location, je le disais, à usage d'habitation. C'est un peu la terminologie des juristes à ce propos. Sans plus attendre, je passerai la parole à Jalil qui a longuement patienté. Justement, on écoutait aussi la réponse assez disons, largement délivrée par nos invités à la question de Simonel qui nous a appelé de Casablanca. Sans plus attendre, je voudrais passer la parole à Jalil qui lui nous appelle de Casablanca, peut-être pour donner un avis ou simplement poser une question concrète sur la thématique du jour. Je vous dis bonjour. Bonjour, c'est M. Saoudi. On reconnaît la voix de notre auditeur fidèle. Bonjour M. Saoudi. Bonjour à vous aussi. Ça va très très bien, et vous? Un grand merci pour les experts et un grand merci pour la Nadia. Je vous remercie infiniment pour le sujet. Donc, si vous permettez, j'ai deux questions. La première, c'est un peu spécial. J'espère que je ne serai pas hors sujet. Comme vous le savez, il y a des régions au Maroc et il y a des opérations qui ne sont pas, qui concernent pas le loyer. C'est Rahina. Surtout à Casa, surtout à Marrakech, Fouera, Esfi, ainsi de suite. Donc, un ami à moi a fait cette opération à Marrakech. Il a choisi un appartement pour une durée de 2 ans. Donc, il y a consentement entre les deux, donc le propriétaire et mon ami. Donc, l'opération se fait via le document social privé où il mentionne la durée de 2 ans et le montant est de 100 000 dirhams. Donc, en contrepartie, que le propriétaire va récupérer 100 000 dirhams et mon ami va exploiter l'appartement pour 2 ans. Mais le problème, après, mon ami a été surpris que l'appartement va être cédé au niveau du tribunal, car le monsieur, via la banque, car le propriétaire ne paye pas les mensualités de la banque. Donc la banque va procéder à cession de l'appartement parce qu'elle a été au niveau contentieux. Donc ma question, est-ce que le monsieur qui exploite l'appartement se trouve dans l'obligation de libérer l'appartement, donc l'appartement va être cédé vide, ou bien il doit rester là-bas en attendant qu'il récupère 100 000 dirhams. Donc il ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il doit libérer l'appartement ou non? Donc ma deuxième question, concernant quelqu'un qui exploite un appartement à usage d'habitation pour des années, après il l'a converti à usage commercial. Est-ce qu'il a le droit de vendre le fonds de commerce ou non? D'accord, je crois que ce sont des questions assez précises qui ont été posées à nos invités. Peut-être tout d'abord, je voyais, même si on ne voit pas les invités opinions du chef, ils sont avec nous à distance, je voudrais quand même passer la parole à Maître Younes Hannibal. Je l'ai entendu un peu acquiescer ou en tout cas être concerné par la première question qui venait d'être posée. Peut-être je vous passerai la parole en premier et s'il y a des compléments aussi de réponse, on passera la parole par la suite à Maître Jad Aboulachbel. Maître Younes Hannibal. Alors, très bien. Alors, sous réserve, je dis bien sous réserve de ce qu'il y a sur ce contrat, parce qu'on ne sait pas, comme l'avait dit Maître Aboulachbel tout à l'heure, les contrats qui portent sur le bail ou autre chose, on peut déceler le caractère du bail à partir du contrat. Donc, sous réserve de ce que comporte le contrat, il y a ce cas de figure malheureusement qui est vécu où un propriétaire d'un bien le met en location alors que le bien est financé par un crédit bancaire.
il faut se référer dans un premier temps au contrat de crédit et surtout le contrat d'hypothèque, ou bien voire même le certificat de propriété, parce que parfois, et souvent même d'ailleurs, il y a la mention interdiction de louer, c'est-à-dire l'interdiction de louer l'appartement objet d'un financement bancaire, auquel cas l'établissement bancaire peut demander la nullité ou bien peut prévoir la nullité du contrat parce qu'il aura été établi en violation de l'acte d'hypothèque. Donc il y a une jurisprudence toute récente en la matière qui frappe de nullité tous les contrats qui sont passés par le propriétaire en violation du contrat d'hypothèque. Donc, il faut faire attention à ça. Deuxième élément, au cas où l'interdiction ne figurerait pas sur le certificat de propriété, il faut, et ça c'est un conseil qu'on donne à nos auditeurs, c'est que dès qu'on établit un contrat de bail, il serait intéressant de l'inscrire à la conservation foncière. Pourquoi ? Parce qu'il sera opposable à tout acquéreur futur et là, le problème ne se posera plus. C'est-à-dire le principe de la subrogation se pratiquera de façon automatique, même si dans le baux à usage d'habitation, c'est prévu de façon explicite dans la loi. Mais dans le bail à usage commercial, et pour éviter tout problème futur, éviter tous les désagréments qui peuvent être causés par la vente d'un bien ou bien même par la surprise que suscitera éventuellement la consultation du titre par l'acquéreur, il faut que le contrat soit inscrit. C'est une disposition qui est prévue par la loi. Ça a cet effet. Maintenant, pour le cas pratique actuel, il faut se référer au contrat d'hypothèque. Est-ce qu'il y a interdiction de louer ou pas ? Auquel cas, finalement, l'occupant du local sera évacué quoi qu'il arrive, parce que la nullité de contrat sera prononcée. Et puis, cela ne l'empêchera pas, si la nullité est prononcée, cela ne l'empêchera pas de récupérer les sommes objet du contrat établi avec le propriétaire. C'est-à-dire, il a été induit en erreur, il sera en droit de récupérer les 100 000 dirhams, et si la nullité est prononcée. D'accord. Ça, c'est en ce qui concerne le premier volet de la question. Peut-être des précisions supplémentaires de la part de notre invité aussi, Jad Aboulechbal, qui est notaire. Je crois que vous lui avez en quelque sorte tendu la perche, puisque vous avez souligné la nécessité parfois d'enregistrer en effet ce type de relation chez quelqu'un qui est en capacité d'exercer ce type d'activité en ce sens. Donc sur ce volet-là, peut-être des précisions supplémentaires sur ce que permet comme garantie en effet ce type de démarche. Alors, effectivement, nous sommes confrontés à un problème qui est très épineux, à savoir que la personne qui a acheté son local l'a acheté à crédit. Et le banquier qui lui a prêté cet argent a pris une garantie sur le bien immobilier. En cas de défaut de paiement du bailleur qui est un emprunteur vis-à-vis de la banque, il y a toujours la faculté de saisir le bien. Et cette saisie va avoir pour conséquence une vente aux enchères alors que pourtant un bail a été conclu. Alors, ce point précis, il est très important et je sais que dans la pratique, beaucoup de gens n'ont pas conscience des risques qu'ils prennent lorsqu'ils sont locataires. Petit 1, de s'assurer que le propriétaire est bien propriétaire. Or, lorsque le bien est titré à la conservation foncière, seul un certificat de propriété délivré par cette même administration pourra attester de la qualité du propriétaire. Et j'attire l'attention de tout preneur potentiel sur le fait qu'il faut absolument qu'il conclue un bail avec le vrai propriétaire. C'est-à-dire que s'il ne conclut pas un bail avec le vrai propriétaire, ce bail n'a aucune validité juridique, même s'il l'a signé ou légalisé à la commune. Or, seule l'administration foncière est en mesure de lui assurer l'identité du propriétaire. Deuxièmement, si effectivement il y a des charges sur le bien et qu'il y a une interdiction d'aliéner ou une interdiction de louer sans l'accord du créancier hypothécaire qui est la banque, cela est opposable au locataire parce que le bail qui a été régulièrement conclu, s'il n'a pas été fait avec l'accord de la banque, il ne respecte pas la convention qui lie l'emprunteur propriétaire avec son prêteur banque. Et dans ces cas-là, le bail n'est pas valable. Ce qui fait que le preneur ne peut pas se prévaloir de sa qualité de preneur au motif que le bail qu'il a conclu n'est pas régulier. Cette vérification, si elle avait été faite au niveau de la conservation foncière, aurait permis d'éviter tout problème. Or, cette vérification est normalement faite par un professionnel. Si vous recourez au service d'un notaire rédacteur, il va consulter le titre foncier, demander l'identité du propriétaire et s'assurer que le local est disponible pour la location. Donc il est très important de faire ce travail en amont. Ce travail ne prendra que quelques heures ou une journée, puisqu'on peut demander un certificat de propriété par voie informatique et qu'on peut en plus de ça consulter le titre foncier, et il garantira au preneur une occupation
paisible, ce qui n'est pas du tout le cas s'il est en violation alors qu'il n'avait même pas conscience du fait qu'il n'avait pas de droit sur le local. Parfait. Justement, là, je crois que les réponses sont à nouveau tout à fait complètes, mais je voudrais quand même m'assurer en effet de la satisfaction de notre auditeur, s'il a des précisions à rajouter ou s'il veut peut-être réagir à ce qui vient d'être dit sur certains aspects. Si Jalil, je vous donne la parole si vous êtes avec nous. Un grand merci, M. Saoudi, aux explications de vos experts, mais on ne parle pas ici de loyer, on parle de rahina. Il y a une différence. Parce qu'elle n'est pas locataire, il y a une différence. Elle a fait une caution, un montant comme reconnaissance de dette de 100 000 dirhams en contrepartie d'exploiter l'appartement pour 2 ans. C'est pas du loyer, il n'y a pas de contrat de bail. Il y a un contrat de reconnaissance de dette en contrepartie d'exploiter l'appartement. D'accord. Il y a une grande différence. D'accord, c'était en effet la réponse sur le volet locatif. Peut-être Maître Younes Hannibal voudrait réagir. Malheureusement, je l'ai interrompu. Il avait une deuxième partie peut-être d'explication à vous donner sur ce volet-là. Maître Younes Hannibal. Non, c'est le même principe. C'est le même principe. C'est-à-dire que ce soit Rhina ou Bail, comme l'a si bien expliqué tout à l'heure Maître Abou Chebel, c'est très important. C'est-à-dire que toute personne qui ferait échec éventuellement de par sa présence dans le local est un contrat, quel que soit le contrat, il sera frappé de nullité parce que c'est la banque qui engagera les formalités de vente en cas de besoin et aucun support juridique qui serait établi entre le propriétaire, entre l'emprunteur et le locataire ne ferait échec à cette action. D'accord, donc on comprend qu'il s'agit là en effet du même principe qui s'applique, quel que soit en effet le nom que l'on donne à des pratiques en effet différentes, mais la loi sur ce volet ne fait pas de différence, ou en tout cas traite de la même manière ces deux procédés. Je rappelle, il nous reste quelques minutes d'antenne, 2 minutes d'antenne précisément, mais justement on reprendra l'émission dans quelques minutes après le flash d'information, cette fois-ci en langue arabe et la pause musicale. Je rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui peuvent toujours nous joindre pendant 1 heure d'émission pour évoquer peut-être des questions concrètes relatives au bail commercial et je le disais à la location à usage d'habitation. Évidemment, toutes les questions seront les bienvenues et en effet, on pourra justement les traiter, les aborder disons selon les différents aspects ou selon les interventions d'auditeurs qui auront besoin de précisions sur tel ou tel aspect. Avant de donner la parole à Mourad Baba qui nous rejoindra dans quelques instants sur le plateau d'Atlantic Radio, je voudrais poser quand même une question à nos invités sur la légalité ou le cadre qui régit ou qui réglemente en quelque sorte l'activité de sous-location. On parle toujours de location, mais je voudrais savoir justement à l'heure avant la Covid-19 où cette activité s'est extrêmement développée, notamment grâce aux plateformes, je voudrais pouvoir savoir quelles sont les protections, quelles sont les garanties, en quelques mots peut-être, avant d'esquisser ce volet-là dans une prochaine partie d'émission. Nous avons, je le rappelle, encore 1 heure ensemble. Maître Younes Hannibal. Alors la sous-location, elle porte plus sur le bail à usage d'habitation et professionnel. Alors la sous-location, elle est permise en la matière à la condition que pour le bail à usage professionnel, celui qui remplacera le locataire devrait avoir la même activité, devrait exercer la même activité, c'est-à-dire une profession libérale. D'ailleurs, c'est à usage professionnel, ça ne peut pas être à usage commercial. Donc, un avocat ne peut se louer qu'à un avocat. Et la sous-location dans ce cas de figure, elle est permise. Un notaire ne peut se louer qu'à un notaire. La sous-location, elle est permise. Sous cette réserve précise, c'est-à-dire qu'exercer la même activité, elle porte sur l'usage professionnel, pas autre chose. Maintenant, on ne peut pas parler de sous-location dans le cadre, c'est un peu difficile dans la pratique, dans le cadre commercial, puisque l'exercice au sein d'un local se fait à travers l'exploitation d'un fonds de commerce. Et dans ce cas de figure, la loi permet plus de liberté, plus de facilité pour le locataire, c'est-à-dire qu'il peut disposer de son fonds de commerce, soit le vendre, soit le louer, soit même le mettre en gérance libre. Donc il y a une autre forme en quelque sorte de sous-location pour protéger le locataire d'un local commercial. Les experts Atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi.
Nous sommes de retour sur le plateau d'Atlantique Radio. Nous faisons cette émission en télétravail, je le disais en début d'émission, et nous sommes en compagnie d'un avocat que vous connaissez, je le signalais aussi, Maître Younes Hannibal qui est avec nous, et Jad Abouleshbal pour évoquer toutes les problématiques liées au bail, qu'il soit commercial ou l'allocation à usage d'habitation, plutôt classique. Il y a des difficultés en ce moment, on en parlait. Il y a quelques secteurs, en tout cas quelques sous-parties de cette problématique qu'on s'est proposé d'aborder juste avant le flash d'information. Elle concernait effectivement la sous-location qui est parfois oubliée dans ces différentes problématiques, mais qui s'est développée avant la Covid-19. Je voulais peut-être demander à Jad Abouleshbal, notaire effectivement, qui est aussi tout aussi connaisseur du droit. On voulait peut-être revenir avec lui sur ce volet-là, juste après disons, les précisions de Maître Younes Hannibal, puisque, semble-t-il, le télétravail aussi cause quelques soucis techniques. On reviendra dès qu'on contactera Jad Abouleshbal, qui est avec nous aussi par téléphone. Alors, Maître Younes Hannibal, vous précisiez en tout cas la légalité, le cadre dans lequel peut s'exercer la sous-location. Oui, effectivement, la sous-location elle est permise. Dans le cas d'un bail à usage professionnel. Donc c'est la loi 67/12 qui le prévoit de façon explicite, qui consiste en la possibilité pour une personne qui exerce une activité libérale, parce que lorsqu'on exerce une activité professionnelle, donc libérale, on n'est pas soumis au régime de bail commercial, auquel cas il est possible de sous-louer le bail ou bien le bien pour une personne qui devrait y exercer la même activité, donc il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord. Donc il y a en effet d'autres aspects que nous voulions traiter dans cette heure d'émission. Fort heureusement, nous avons 2 heures à chaque fois et c'est rarement suffisant pour faire le tour des différentes questions qui peuvent se poser, et vu aussi que les intervenants peuvent justement amener le débat sur tel ou tel aspect des différentes problématiques du bail, qu'il soit commercial, je le disais, ou bien à usage d'habitation. Nous avons la possibilité aussi de recueillir les témoignages, les questions d'auditeurs au 05 22 95 36 70 ou 80, 05 22 95 36 70 ou 80. Nous avons justement un auditeur qui est à l'antenne, il est au bout du fil, c'est Pedro qui nous appelle de face. Si Pedro, je crois il est avec nous, je vous dis bonjour si vous m'écoutez, et on est à votre écoute. En tout cas, on essaiera de répondre à vos questions. Bonjour. Je crois qu'il y a un autre souci technique avec cet auditeur, s'il est à l'antenne. Si vous êtes avec nous, je vous dis bonjour Pedro. Bonjour, vous m'écoutez? Oui, on vous écoute parfaitement. Si vous avez effectivement des questions ou simplement un avis, bonjour. On vous écoute. Alors, merci d'abord pour l'opportunité de m'exprimer et de poser les doutes aux questions à les experts. Je vous appelle de la part d'une amie dans laquelle son père a loué un local commercial pendant 30-40 ans. Lui-même, il avait les fonds de commerce de le même local. Le local était une épicerie. Maintenant, le locataire, il a décédé, ça fait quelques mois, même pas une année. Et il y a les héritiers des locaux qui veulent transformer le local d'une épicerie en restaurant. Alors, ils ont été à demander une autorisation à la commune, ils ont demandé les contrats de loyer. Alors, il n'y a pas un contrat de loyer écrit. Et, bien sûr, les propriétaires, ils refusent tout ça, ils refusent. Comment on peut, première question, comment on peut prouver ou comment on peut forcer un locataire à reconnaître les loyers, les contrats de loyer pour pouvoir faire la procédure administrative. Deuxième question, c'est que, selon on a compris, pour changer d'activité locale, il faut une autorisation de propriétaire qui n'est pas pour la donner. Comment se fait que si on peut changer un local qui était en épicerie pendant 30 ans, le changer en petit restaurant, pour food service, pour repas importés? C'est les 2 questions que j'ai. D'accord, ce sont des questions auxquelles on se fera évidemment un plaisir de vous répondre. Maître Younes Hannibal est avec nous à l'antenne. On voudrait effectivement répondre à ces 2 questionnements de cet auditeur. Nous avons aussi quelques questions d'autres auditeurs. Et tous les auditeurs sont évidemment amenés à nous joindre, s'ils le souhaitent, par téléphone au 05 22 95 36 70 ou 80. Sans plus attendre, je vous passe la parole, Maître Younes Hannibal. Très bien saisi, parce que j'ai eu du mal à déchiffrer quelques mots.
Donc, si j'ai bien compris, donc c'est un fonds de commerce, c'est un bail qui dure depuis 30 ans, je pense, un fonds de commerce qui est exploité. Il n'y a pas de contrat écrit. Et la question aujourd'hui, c'est quel est le régime? Je pense qu'il y a des héritiers. Je pense qu'il y a un il y a les héritiers. Oui. Qui ont hérité les fonds de commerce, il est à location de ces locaux. Maintenant, il veut changer l'activité des locaux d'une épicerie à un petit restaurant pour un repas importé. Mais il trouve les problèmes avec les propriétaires parce que ils ont besoin d'un contrat de loyer, un contrat de bail écrit, ils ne l'ont pas, c'est les héritiers. Et en même temps, ils demandent l'autorisation du propriétaire pour changer l'activité du local. Et le propriétaire n'est pas pour la labeur de le faire, pour pouvoir faire sa procédure et continuer à exploiter le local en tel qu'un petit restaurant. Donc le propriétaire a refusé. Le propriétaire a refusé. Voilà, d'accord, très bien. Dans ce cas, c'est pas possible. C'est-à-dire si la demande a été formulée au propriétaire, c'est que ces héritiers savent que cela requiert une autorisation, parce que s'ils étaient sûrs que il n'était pas nécessaire d'obtenir l'autorisation, ils n'auraient pas présenté la demande. Donc maintenant, s'ils en ont fait la demande au propriétaire et qu'il a refusé, c'est donc un propriétaire qui maintient l'activité qui a toujours été exercée dans le local en question. Et attention, aujourd'hui, s'il n'y a pas d'écrit, ce n'est plus le régime de la loi 49-16, c'est-à-dire le régime actuel de la loi en cours. Vous êtes soumis au régime du DOC, d'arrêt des obligations et des contrats, c'est-à-dire le texte général qui régit les rapports entre les parties. Donc maintenant, le fait de changer de destination, changer d'activité peut être interprété comme un motif qui justifie l'expulsion sans indemnité. Donc il faut faire très très attention. Voilà, donc soit négocier, obtenir l'autorisation, voire même en contrepartie de quelque chose. Moi, c'est un refus, je pense. Tant qu'il n'y a rien n'est proposé, il va continuer à refuser. Mais si le changement d'activité peut être monnaie par un petit montant, ça devrait se faire. Et puis profiter de l'occasion pour établir un contrat de bail en bonne et due forme avec le... Mais une question. Comment on peut prouver, parce que c'est-à-dire il n'y a pas de contrat de bail, il se laisse dire, il veut garder les mêmes conditions. Comment on peut prouver un contrat de bail de 30 ans, 40 ans? Parce qu'il a tous les reçus, il a tous les versements des loyers mensuels, etc. Ma question, comment on peut, ces contrats verbaux que ça fait pour les pères de les héritiers, les formuler à faveur des héritiers? Non, il s'agit de refaire un contrat, c'est-à-dire négocier avec le propriétaire pour faire un contrat qui n'existe pas à la date d'aujourd'hui. Donc, ce contrat n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt de la nouvelle loi. La loi 49-16 qui est entrée en vigueur en février 2017, son esprit, c'est ça. C'est de prévoir un régime. Attention, désormais, les contrats de bail doivent être rédigés par écrit. Idem d'ailleurs pour le contrat usage d'habitation. Donc maintenant, si on réussit à faire des contrats à partir d'aujourd'hui, on sera sous le régime de la loi 49-16. Si on ne le fait pas, on est soumis au régime du texte général qui est le DOC, qui apporte moins de protection aux deux parties d'ailleurs. Donc il serait intéressant de profiter de l'occasion pour renégocier le contrat avec le propriétaire. Voilà, écoutez monsieur, de toute façon la relation de bail elle est établie parce qu'il y a des reçus. La preuve c'est qu'il y a un texte qui s'applique, c'est le DOC. Maintenant, si vous voulez avoir plus de protection, même pour le propriétaire, s'il s'inscrit dans une logique de protection juridique, il serait très intéressé par l'établissement d'un contrat en bonne et due forme, avec les conditions qui sont portées, avec beaucoup de garanties qui peuvent lui servir plus tard, et puis profiter de l'occasion pour négocier le changement d'activité, voire même à lui verser une petite indemnité. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. On vous remercie aussi pour vos questions et vos interventions. Je le rappelle, nous avons encore 40 minutes d'émission au moins, justement pour aborder toutes les cas pratiques qui concernent en effet la thématique du jour, spécial bail. Pour ceux qui viennent à l'instant de nous rejoindre, nous avons d'autres auditeurs qui veulent intervenir dans cette émission. On rétablira la connexion ou justement le lien téléphonique que nous avons avec notre invité, aussi autre invité, Jad Aboulechbel, qui est notaire. Il sera joint dans quelques instants, mais pour l'instant, nous avons Moulay qui est au bout du fil, Moulay qui nous appelle de France, je crois, et il voudrait aussi simplement faire entendre un questionnement ou tout simplement faire prévaloir un avis sur les différentes interventions qui ont été émises dans cette émission. Si vous êtes avec nous à l'antenne, je vous dis bonjour. Oui, bonjour.
Vous m'entendez ? On vous entend parfaitement, cher auditeur, donc on vous écoute. Si vous avez des choses à partager avec l'ensemble des auditeurs pour le coup, on vous écoute. Tout à fait, oui. Tout à fait. Donc d'abord, je vous remercie pour le thème. Moi, je suis confronté à une situation où j'ai un commerce, un local, qui est loué pour une salle de sport. Et j'ai pas encaissé pendant, bien sûr, la crise. Toute la durée du Covid, vous n'avez pas encaissé de loyer ? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu par la loi pour ça ? Est-ce que l'État a fait quelque chose ? Parce que c'est quand même sur injection de l'État, du gouvernement, que la personne a fermé. Jusqu'à aujourd'hui, cette personne était réglo. Il réglait ses loyers en temps et en heure. Oui. Et depuis la Covid, effectivement, la décision a été prise d'arrêter l'activité des salles de sport pendant un long moment. Et donc la reprise a été difficile pour ce secteur d'activité, surtout dans certaines villes du pays. Bon, je crois que la connexion a été rétablie, je le disais, avec Jed Aboulechbel. Il est notaire, il est avec nous à l'antenne. Sans plus attendre, je vous donne l'occasion, si vous souhaitez effectivement, de répondre à l'interrogation de notre auditeur. Alors déjà, parce que est-ce qu'il y a un contrat écrit ? Il y a un contrat, bien sûr. Il y a un contrat écrit qui n'a pas prévu... Légalisé ? Pardon ? Légalisé ? Les signatures sont légalisées ? Tout à fait, tout à fait. Très bien, très bien. Alors, parce qu'en la matière, et c'est très important, on va parler de la théorie, après on va aller sur le côté exceptionnel de décret du gouvernement. D'un point de vue pratique, professionnel et procédural, c'est que vous disposez d'un contrat écrit légalisé. C'est la condition pour bénéficier d'une procédure accélérée, une procédure spéciale aux fins de recouvrement des loyers. C'est la loi 64/99. Donc c'est une loi à part, 64/99, qui est en vigueur et qui permet à tout propriétaire qui détient un contrat légalisé avec bien entendu toutes les énonciations requises par la loi, désignation du bien, mensualité, etc., la possibilité d'envoyer une mise en demeure au locataire récalcitrant, lui impartissant un délai de 15 jours pour s'acquitter, faute de quoi il y a possibilité d'aller demander une injonction, enfin plutôt la validation de la mise en demeure en la convertissant en une ordonnance judiciaire, c'est-à-dire vous obtiendrez un jugement le 16e jour à contrer, c'est-à-dire l'expiration des 15 jours, le 16e jour vous vous présentez au tribunal pour obtenir une injonction de paix, elle vous sera accordée, bien entendu après que le juge se soit assuré de l'envoi de la mise en demeure, de la réception, etc. Donc, voilà. Donc dès qu'il aura consulté le dossier et que les conditions seront réunies, il y a possibilité de prononcer une décision dans ce sens. Parfait, oui. Maintenant, attention, l'intérêt de la procédure, c'est qu'elle se fait en l'absence du locataire, parce qu'il ne se sera pas acquitté dans le délai imparti de 15 jours, donc automatiquement la décision sera rendue. Il sera question de l'appliquer, de l'exécuter selon les règles requises par la loi. Maintenant, oui, mais moi j'ai une question. Oui, on vous écoute. C'est simplement parce que cette personne, elle est de bonne foi et n'encaisse rien du tout parce qu'il est fermé depuis le mois de mars. Oui, alors maintenant, le contrat que vous avez, c'est un contrat avec 7 personnes. C'est-à-dire, la loi, elle n'a pas prévu, et d'ailleurs même le décret gouvernemental, il n'a pas prévu de régime particulier pour ne pas tomber dans l'interprétation qui serait posée parfois. C'est-à-dire qu'il y a parfois des propriétaires qui vivent du loyer aussi. C'est pas, faut sortir de l'image classique. Le propriétaire, il incarne la personne aisée. Finalement, donc, c'est une personne qui peut faire accorder une petite gentillesse. Maintenant, si ça se négocie pas, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. Oui, on a parlé des procédures de médiation, en effet. Oui. Voilà. Non, mais d'abord, la théorie, c'est ça. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous entendez suivre cette procédure, ça, elle sera menée à bout sans problème, parce que c'est l'application stricte de la loi. Maintenant, par acquis de conscience, et vu que vous êtes convaincu qu'effectivement c'est une période de crise, rien ne vous empêche de prendre attache avec le locataire concerné et puis négocier un rabais, négocier une exonération de quelques mois, il n'y a aucun problème. Donc dans la théorie c'est possible, et c'est très important de souligner une chose, c'est que le cas de force majeure, il permet d'exonérer la personne des dommages-intérêts et non pas de l'engagement contractuel. Puis, cette personne sera amenée à diriger son action contre le responsable de la situation. Ok. Je voulais simplement savoir s'il n'y a rien de prévu par le gouvernement, vu que la fermeture émane de sa part. Donc, que peut-être comme ici en France, par exemple, on est confronté à cette situation-là, mais on a quelques avantages ici en France.
Oui, mais c'est pas prévu. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, c'est pas prévu. Il n'y a pas de. Voilà, le décret il est là et voilà. Oui. Les activités qui ont subi ces décisions effectivement de fermeture administrative dans certains pays, il y a des facilités notamment de financement, mais aussi une prise en charge directe par l'État aussi. C'est à ça que vous pensez, je crois. Et d'ailleurs, j'avais posé aussi en début d'émission la question en ce sens à Maître Younes Hannibal pour savoir effectivement à qui incombe la responsabilité en cas de fermeture administrative de certains secteurs. Est-ce que c'est l'État, qui assume la responsabilité devant la loi? La loi est claire apparemment sur ce sujet, c'est en tout cas l'avis de Maître Younes Hannibal. Je voudrais faire réagir peut-être notre invité aussi, notre autre invité Jad Abou Lechbal, s'il nous écoute, s'il est au bout du fil avec nous, sur les aspects ou les procédures de médiation. On avait répondu à certains de nos auditeurs qui voulaient négocier notamment le fait de décaler le paiement ou de le conditionner à la reprise de l'activité parfois et des procédures qui peuvent être entamées en termes de médiation pour éviter effectivement le recours à la justice qui, en ce cas, tranche, semble-t-il, assez nettement les différents cas de figure qui sont liés au non-paiement des loyers. Oui, alors par rapport à la question que vous posez et que posait d'ailleurs votre auditeur, la problématique est de savoir qui subit l'obligation. Il me semble, et je pense que Maître Hannibal est sur la même ligne, mais là encore nous verrons les jurisprudences, qu'au terme d'un bail commercial, le fait qu'il y ait des circonstances exceptionnelles n'est pas de nature à exonérer le preneur, c'est-à-dire le locataire commerçant, de son obligation de payer. Donc celui qui assume le risque et qui a encore l'obligation de paiement, même si sa salle de sport est fermée, ça reste le preneur. Et donc une fois que le bailleur a intégré cette idée, à savoir qu'il est en droit de demander son loyer et qu'il n'est pas en fait solidaire de la crise que vit son preneur, il peut comprendre qu'il a normalement une action pour être payé, qu'il y ait exercice d'activité ou non. La jurisprudence sera sans doute amenée à trancher, mais elle ira sans doute en ce sens. Maintenant, effectivement, il a en face de lui un locataire qui a toujours payé, d'après ce qu'il dit, avant la crise, donc on ne doute pas de sa bonne foi. Il veut peut-être le conserver à terme et il peut très bien faire un effort de sa part en modulant à la baisse le loyer et en engageant des pourparlers avec ce locataire, tout en sachant que normalement il a droit à son loyer. Il peut prendre attache avec lui, ce qui est un élément fort parce qu'il a en faveur de son argumentaire la faculté de dire qu'il est en droit d'exiger son loyer et proposer éventuellement un rééchelonnement du loyer, prévoir éventuellement d'autres modalités de paiement, prévoir même une baisse pendant une période déterminée. Mais dans ces cas-là, il faudra se mettre d'accord, établir un protocole précis et fixer les règles pour aujourd'hui, pour hier et sans doute pour l'avenir, parce que je vous le répète, nous ne sommes pas à l'abri de mesures qui pourraient aboutir à une forme de reconfinement. Donc, dans ces circonstances-là, la médiation se fait souvent avec un tiers. Un notaire qui est un spécialiste du droit immobilier et des baux peut jouer ce rôle, puisqu'il est un tiers normalement neutre qui tente de tempérer les tensions, et cette convention fera autorité entre les parties. Les experts atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi. C'est à présent la dernière partie des experts atlantiques. Ce matin, pour ceux qui nous rejoignent, je présente à nouveau nos invités. Maître Younes Hannibal, que vous connaissez, qui est avocat au barreau de Casablanca, et Maître Jad Abou Lechbal, qui est notaire également à Casablanca. Ils sont tous deux avec nous par téléphone pour évoquer toutes les questions liées au bail, le bail commercial et la location en usage d'habitation. Il y a quelques problématiques que nous pourrions évoquer dans cette dernière partie d'émission. Nous avons encore une vingtaine de minutes pour recueillir tous les appels d'auditeurs sur le recouvrement des loyers, sur les différentes problématiques qui peuvent survenir entre un propriétaire et un locataire, sur la médiation et les procédures à établir pour renouer le lien avec parfois un locataire un peu indélicat, justement, lorsqu'il s'agit effectivement d'assumer ses responsabilités financières. En tout cas, il y a différentes problématiques dans cette émission. Il y a souvent effectivement énormément d'appels sur les sujets, les différents aspects de ce spécial bail qu'on aborde aujourd'hui.
Je voudrais, sans plus attendre, peut-être passer la parole à Jad Aboulachbal sur le volet sous-location que j'ai commencé à aborder. Je passerai par la suite, en attendant de recueillir peut-être quelques appels d'auditeurs sur ces différentes questions, toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Mais je voudrais peut-être aborder ce volet-là de la sous-location avec vous pour savoir quelles sont les protections, qu'est-ce que prévoit la loi, qu'est-ce qui est légal et illégal justement lorsque l'on a recours à ce type disons d'activité qui est très encadrée d'après ce que nous a dit Maître Younes Hannibal, mais qui s'est développée malgré tout durant ces dernières années. Eh bien, par rapport à votre question relative à la sous-location, il faut déjà comprendre que cela consiste pour le locataire à louer à un autre locataire que l'on appellera le sous-locataire. Alors, les lois, il faut référence, quand je dis les lois, c'est-à-dire la loi sur les baux commerciaux et la loi sur les baux professionnels à usage d'habitation. Mais effectivement, elle est strictement encadrée, cette capacité. Donc, comme l'a dit Maître Hannibal, c'est quelque chose qu'il faut respecter scrupuleusement, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas céder à un sous-locataire plus de droits que vous n'en avez vous-même. Dès lors que dans le contrat de sous-location, vous cédez un droit qui va au-delà de celui qui vous a été concédé, et on a fait référence au type d'activité s'il s'agit d'un bail à usage professionnel, vous ne pourrez pas donner plus de droits que celui que le bailleur initial vous en a donné. Deuxièmement, cette sous-location doit être autorisée. Elle peut être autorisée en amont dans le contrat de bail initial, mais si cette autorisation n'a pas été expressément mentionnée dans le contrat de bail initial entre le bailleur et le preneur qui veut sous-louer un sous-locataire, il faudra demander l'agrément du bailleur, parce qu'on ne pourra pas lui imposer un autre locataire contre son gré. Enfin, il faut savoir que le bailleur a toujours la faculté de réclamer une augmentation de son loyer si ce sous-locataire paie plus au locataire principal, au locataire initial, que le bail initial. D'accord. Donc, j'invite toutes les parties, lorsqu'elles font ce type de contrat, à s'assurer du respect scrupuleux des textes auxquels elles sont soumises, à s'assurer qu'elles ont l'agrément du bailleur initial et à bien comprendre qu'un non-respect des droits et obligations qui résultent du contrat de bail par eux-mêmes aurait pour incidence d'entraîner la nullité du contrat de sous-location et pourrait engager la responsabilité du locataire initial vis-à-vis du bailleur et être un facteur de résiliation du bail, parce que si vous ne respectez pas vos obligations, votre bail ne vaut plus. Donc il faut manier ça avec beaucoup de prudence et s'assurer du respect strict de toutes les règles que j'ai énoncées précédemment. Parfait. Sur ce qui concerne en effet la sous-location, la question qui se pose, c'est celle de la légalité. Il y a aussi un aspect que nous voulions aborder dans cette émission spéciale bail. Il concerne plutôt cette fois-ci les litiges, et c'est celui de cette fameuse question des réparations. Et les réparations incombent au loueur ou bien incombent justement à la personne qui loue. Et puis la question aussi des travaux à engager. Là, est-ce que ce sont des choses qui se règlent au niveau du contrat que nous, un locataire avec son propriétaire, ou bien est-ce que la loi a son mot à dire? Est-ce qu'il y a eu des précisions sur ce sujet? Maître Younes Hannibal, vous avez parlé d'une nouvelle loi qui régit ou qui donne plus de possibilités d'encadrement ou de recours. Justement, sur cet aspect-là, je vous passe justement la parole. Ensuite, on prendra l'appel d'une auditrice qui nous fait toujours le plaisir de patienter avec nous. Nous avons encore le temps, une vingtaine de minutes, pour recueillir les interventions d'auditeurs. Mais sur ce volet-là, Maître Younes Hannibal. Non, le plus important, et d'ailleurs, il faut focaliser l'attention sur le contrat, c'est-à-dire tant que le législateur a permis aux parties de dresser un contrat, de se mettre d'accord sur les conditions, plus c'est clair, moins il y aura de problèmes d'interprétation plus tard. Maintenant, faut pas oublier, le propriétaire, enfin le bailleur, il supporte deux obligations. L'obligation, bien entendu, de la qualité du bien, c'est-à-dire la garantie contre les vices cachés. Il ne peut pas louer un bien entaché d'anomalies ou bien de défauts. Et puis, la deuxième, c'est la garantie d'éviction, comme dans les ventes d'ailleurs. Là, donc,
ce qui concerne le fonctionnement du bien objet de la location, ça ne pose pas de problème. Mais tout ce qui est embellissement, tout ce qui est ornement, tout ce qui sort du caractère fonctionnel du bien objet de la location, cela devrait faire l'objet déjà, d'ailleurs la loi le prévoit de façon explicite, un état des lieux, et puis aucune intervention du locataire ne peut intervenir dans cet ordre, c'est-à-dire tout ce qui est esthétique et embellissement. Maintenant, sans l'accord du propriétaire ou du bailleur. Bien entendu. Alors imaginez si quelqu'un s'amuse à dresser un mur ou bien à changer la structure ou bien l'architecture du bien objet de la location. Donc ce sont des fautes, ce sont des motifs qui pourraient justifier l'expulsion et la résiliation du contrat, voire même des indemnités accordées aux propriétaires lésés. Donc maintenant, ça c'est la loi, mais les parties, on devrait encourager les parties à se mettre d'accord, à éclaircir leurs intentions sur le contrat. D'ailleurs, c'est l'intention même du législateur là-dessus. D'accord, qui pousse en effet à ce qu'il y ait des contrats écrits en effet où l'on précise ce type de modalités ou bien les cas dans lesquels on pourrait avoir recours si consentement il y a en effet. En tout cas, on reviendra sur ce volet-là qui est important, qui est une source importante de litige entre le propriétaire ou en tout cas ou le bailleur et le locataire. Mais on prend pour l'instant l'appel de Leïla qui nous appelle de Casablanca, qui voudrait peut-être poser des questions, intervenir. On est à son écoute. On lui dit bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup pour votre émission. Merci à vos experts. Je voudrais juste poser des questions toutes simples. Alors, j'ai un appartement, je vais le louer à un professionnel. Donc, je crois qu'il faut un contrat de bail spécial, si j'ai bien compris. Et ma deuxième question, ce qui me fait peur, un petit peu peur de louer un professionnel, c'est que je me dis, est-ce que un jour j'ai besoin de mon appart? Comment ça va se passer? Ça va être, je sais pas, ça me fait un peu peur. Oui, vous voulez des précisions sur ce que dit la loi, sur ce que prévoit la loi lorsqu'on loue à un professionnel. Et là, pour le coup, ça rejoint la question d'un auditeur qui, en effet, après 13 ans, voulait récupérer son bien, qu'il louait en effet. Et là, effectivement, si le locataire s'acquitte effectivement de son devoir ou de ses loyers, il y a une difficulté extrême. En tout cas, sur ce volet, je laisserai la parole aux experts. Effectivement, ils vous renseigneront davantage. Tout d'abord, Jad Aboulechbal qui est avec nous. Il est notaire. Peut-être voudrait-il commencer par esquisser un début de réponse. Les réponses sont exhaustives dans cette émission. On donnera par la suite la parole à Maître Younes Hannibal. Alors, je voudrais préciser le contenu, madame, par rapport à la question que vous avez posée. Vous avez employé le mot bail professionnel. C'est très important. C'est-à-dire que vous comptez louer le local à un professionnel qui n'est pas un commerçant, qui n'est pas un industriel, qui n'est pas un artisan. Parce que le cas que nous avions vu précédemment et la question qui nous avait été posée par l'auditeur était relative à un bail commercial. Or, le bail commercial est un bail extraordinairement protecteur pour le preneur. Le bail professionnel l'est moins. Donc si vous êtes bailleur et vous concluez un bail professionnel, effectivement vous êtes tenu aux dispositions de la loi en vigueur, c'est-à-dire la loi 67-12, mais une loi qui s'applique aussi bien au baux à usage d'habitation qu'au baux à usage professionnel. Mais vous n'êtes pas soumis à la loi 49-16 qui est la loi relative aux baux commerciaux, industriels et artisanaux qui eux sont extrêmement favorable à celui qui est le preneur. Ça, c'est un premier point. Il n'empêche que lorsque vous allez établir le contrat de bail, rien ne vous interdit de fixer une durée. Et je répète, pour que ce soit un bail professionnel, madame, il ne faut pas que la personne exerce une activité commerciale. Parce que si la personne exerce une activité commerciale, ça ne relève pas du statut de ces baux-là. Donc, dans l'hypothèse où vous concluez ce bail, il faut fixer une série d'informations et donc faire un écrit relativement précis, et vous devez donc préciser bien évidemment le loyer, les modalités de paiement du loyer, est-ce qu'il s'agira d'un loyer mensuel, et bien préciser l'activité qui fait l'objet de ce bail, pour enfermer l'éventuel locataire dans l'obligation de respecter cette activité. Si bien que s'il ne respecte pas cette activité, vous êtes en droit normalement d'obtenir la résiliation du bail, puisqu'il n'a pas plus de droits que celui que vous allez lui concéder. Alors, vous pouvez fixer une durée déterminée ou une durée indéterminée, mais vous comprenez bien que si vous fixez une durée déterminée, vous êtes, vous, de votre côté, prisonnière de cela. Et que, sauf cas très particuliers qui vous permettent de récupérer le local, et ce sont des exceptions très directement mentionnées par la loi, vous devrez subir votre locataire. Et donc,
il faut être très précautionneuse lorsque vous allez prendre cette décision. Maintenant, c'est un arbitrage. Vous savez que nous en avons parlé. Le loyer vous sera versé, devra vous être versé, même s'il venait à y avoir des problèmes sanitaires. Il y a une obligation vis-à-vis de vous, mais le contenu du contrat devrait être rédigé avec beaucoup de précautions. Et je vous invite à recourir au service d'un professionnel pour envisager tous les aspects pour qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté. Pas la moindre ambiguïté en cas d'éventuel problème, parce que si c'est ambigu, c'est au juge, en dernier ressort, qu'il s'agira d'interpréter les choses, et peut-être devrez-vous perdre plusieurs jours pour vraiment vous mettre d'accord sur toutes les conditions pour éviter les problèmes à venir. Parfait. Je passerai sans plus attendre la parole à Maître Younes Hannibal, s'il a des compléments de réponse à apporter effectivement à l'interrogation de notre auditrice Leïla. Oui. Non, c'est très clair. J'apporte juste comme précision que lorsque le contrat de bail est signé, les motifs, en tout cas à usage professionnel, à usage d'habitation, pour rester dans ce cadre de la loi 67/12, les motifs de résiliation, à part ce contractuel, à part les fautes graves, à part ce qu'on pourrait reprocher aux co-contractants, c'est l'expulsion en cas de défaillance, en cas de besoin, c'est-à-dire si le propriétaire a besoin de son appartement pour y habiter ou bien pour y faire habiter ses ascendants ou descendants premier degré, sinon démolition et reconstruction. Donc ce sont les cas précis par la loi. Maintenant, s'il y a violation d'une autre nature qui viendrait entacher la bonne exécution du contrat, là oui, ça, le juge peut se prononcer là-dessus. Mais l'idée qui me vient à l'esprit actuellement, c'est que nous aurions plus de protection si déjà le contrat serait à durée déterminée. Au moins, on sait qu'il y a des durées qui devraient, à l'issue de chaque durée, donc le contrat, il y a possibilité de le résilier sans pour autant être tenu par les motifs requis par la loi. D'accord. Donc je crois que en effet, à présent, la réponse a été complète. Je crois à notre auditrice Leïla qui se posait la question en effet de savoir dans quelle mesure elle peut être protégée ou non dans ce type de contrat de bail à usage professionnel. En effet, il est important de souligner peut-être la distinction ou la confusion qui peut y avoir entre le bail commercial et le bail professionnel et le bail à usage d'habitation. Et il nous reste encore une dizaine de minutes ensemble dans cette émission. Si vous voulez encore poser vos questions ou simplement intervenir, ce sera toujours en appelant le 05 22 95 36 70 ou 80, 05 22 95 36 70 ou 80. Il y a la notion en effet de réparation qu'on voulait aborder puisque c'est une source non négligeable de litiges qui peuvent survenir entre le propriétaire ou le bailleur d'un côté et le locataire de l'autre. Il y a un aspect que vous avez esquissé en quelque sorte dans l'une des réponses l'un et l'autre à nos auditeurs, je crois, elle concernait la révision du loyer. Il y a en effet un cadre, je crois, légal qui encadre pour le coup ces procédures, pour savoir quels sont les montants, est-ce que c'est raisonnable ou non. Il y a eu en effet des cas d'abus et peut-être sur ce volet-là qui concerne la révision des loyers. Je voulais vous faire réagir, Maître Younes Hannibal, puisque vous avez eu l'occasion souvent de mettre les points sur les i concernant cette question-là. Très clair. Il y a eu loi, effectivement, la loi 0307 qui prévoit le régime des augmentations pour mettre un terme aux abus qui prévalaient avant. Il fut un temps où les révisions de loyer étaient confiées, ou bien l'estimation de la révision, ou bien même du surplus à prévoir. Ce sont des missions qui étaient confiées à des experts. Cela retardait considérablement le traitement des dossiers au tribunal. Aujourd'hui, donc, il y a une loi très claire là-dessus, la loi 0307, qui prévoit une augmentation de loyer pour les baux à usage d'habitation de l'ordre de 8%, pour les baux à usage commercial et professionnel, donc l'augmentation elle est de 10% tous les 3 ans. Alors, tous les 3 ans à compter de la dernière augmentation ou à compter de la date de l'établissement du contrat. Parfait. C'est en effet une précision que je ne voulais pas laisser passer puisque l'émission touche à sa fin. Il y a énormément d'aspects qu'on pourrait traiter qui concernent effectivement la question du bail. C'est la raison pour laquelle nous essayons de le traiter au moins 2 fois ou une fois du moins par mois. C'est un plaisir en effet d'avoir des experts qui nous renseignent sur ces questions-là. Sans plus attendre, je voudrais pas du tout monopoliser la parole. Il y a des questions d'auditeurs et le temps nous presse. Il nous reste 5 minutes, je crois, d'antenne. Il y a Si Ahmed qui nous appelle de Ain Aouda. Il voudrait peut-être poser des questions précises. En tout cas, on est à son écoute. S'il veut justement faire partager des observations aussi ou des expériences, on est à son écoute. Je lui dis bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, c'est Ahmed. Oui. Bonjour et merci pour cette émission. On a une résidence secondaire à la plage et on a un locataire, mais sans contrat écrit. Oui. Et maintenant, on voudrait récupérer notre bien. Parce qu'il se trouve que ce locataire lui-même, il sous-loue. Sans qu'on le sache et sans qu'il nous paye. D'accord. Donc, récupérer notre bien, comment on puisse réagir? Merci. Il n'y a pas de contrat écrit. Non, on n'a pas fait de contrat écrit. Et est-ce que les loyers, est-ce que le loyer il est payé? Est-ce qu'il y a des preuves de non, il ne fait plus maintenant. Il ne fait plus. Non, mais avant, il payait par virement, par chèque. Il y a une trace. Il payait par chèque. Par chèque. Donc la relation elle est établie, c'est-à-dire une personne. Voilà, c'est-à-dire une personne qui occupe un bien sans support, c'est un occupant sans titre. Donc il y aurait possibilité de le faire expulser par une ordonnance en référé. Mais par contre là, la relation de bail étant établie à travers un règlement peut-être régulier par chèque pendant un certain nombre d'années ou de mois, donc la relation elle est établie. Maintenant, vous n'êtes pas protégé par la loi 67/12 qui confère plus de protection et plus de clarté par rapport à la procédure, mais plutôt par les dispositions du Dahir des obligations et contrats. L'article 692 et suivant. Maintenant, il faudra engager un recours selon les règles du droit commun, non pas dans le cadre des règles de la loi 67/12, parce que qui exige l'écrit pour pouvoir profiter des dispositions qu'elle comporte. Maintenant, il faudra commencer une procédure classique du droit commun, mise en demeure, et puis réclamer les loyers, faute de quoi l'expulsion sera prononcée par le juge. D'accord. C'est une question pratique et nous avons une réponse pratique de Maître Younes Hannibal. Comme le temps nous presse, s'il y a des précisions complémentaires, on donnera l'occasion à notre autre invité, Jad Aboulechbel, de les rajouter. Mais pour l'instant, nous avons une question ou une intervention d'auditrice cette fois-ci, Najat, qui nous appelle de Casablanca. Si elle nous écoute, si elle est au bout du fil, on reviendra vers elle. Effectivement, c'est toujours le distanciel qui pose quelques problèmes parfois techniques. On reviendra vers elle si elle veut peut-être reposer ses questions. Il nous reste quelques minutes d'antenne. Mais pour l'instant, je voudrais aussi donc donner l'occasion à notre autre invité, Jad Aboulechbel, de donner aussi des compléments de réponse en ce qui concerne la distinction en effet entre la relation contractuelle écrite et les locations en effet justement où il y a simplement un contrat oral ou tacite ou non précisé, et donc dès lors ce n'est pas le même type de cadre ni le même type de loi qui s'applique. Oui, je vais rappeler simplement que les lois auxquelles nous avons constamment fait référence, Maître Hannibal et moi-même, durant cette émission, c'est-à-dire la loi sur les baux commerciaux et la loi sur les baux à usage professionnel et à usage d'habitation, a imposé la forme. Donc il faut absolument un écrit pour relever de ces textes. Si vous n'avez pas d'écrit, vous ne relevez pas de ces deux lois. Maintenant, cela ne signifie pas que le bail n'est pas valable, car la forme écrite n'est pas impérative. Mais s'il n'y a pas de forme écrite, vous relevez du Dahir des obligations et du contrat, c'est-à-dire des textes plus épars. Et deuxièmement, il faudra prouver la réalité du contrat de bail, c'est-à-dire prouver que vous avez payé un loyer. Parfait. Maintenant, on admet complètement qu'un bail puisse exister s'il n'est pas écrit, mais les risques de confusion sont démentiels. Voilà pourquoi on ne peut qu'inciter les gens à en venir à la forme écrite. C'est la volonté du législateur et c'est l'intérêt de tous. Excusez-moi, maître, voilà. Je voulais simplement permettre, puisque le temps d'antenne nous manque, et il nous reste quelques minutes à peine ensemble, la connexion avec Madame Najat, qui nous appelle de Casablanca, est rétablie. Je voudrais sans plus attendre lui donner la possibilité de s'exprimer. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Donc, si vous avez des questions à poser ou simplement un avis à faire prévaloir ou à faire entendre plutôt sur cette antenne, on vous écoute. Oui, non, je voudrais vous poser une question. J'ai loué pour usage d'habitation à une personne, donc un appartement meublé. Oui. Donc j'avais établi un contrat au départ. Et le contrat est expiré et la dame, elle a dit non, pas besoin de refaire un contrat. Est-ce que elle est... Dans son droit ou non?
Oui. D'accord. Donc la question, je crois qu'elle est claire. On la pose directement à Maître Hannibal qui vous expliquera les risques encourus en pareil cas ou à l'inverse les avantages qu'il peut y avoir dans ce type de cas de figure. Maître Younes Hannibal. Un appartement meublé. Oui. Un appartement meublé, d'accord. Maître Younes Hannibal, peut-être sur ce volet. Oui. Alors, est-ce qu'il y a eu un état des lieux? Oui, il y a un état des lieux. Très bien. Moi, j'ai mentionné sur le contrat. Très bien, très bien. Alors, mais le si j'ai bien contrat a compris, expiré. Le contrat a expiré. Donc, vous êtes dans la logique de refaire un contrat ou bien de continuer sur le même? Non, moi, je veux, par exemple, qu'elle me cède mon appartement parce qu'elle l'entretient très, très mal. Très bien. Donc, si il y a une durée fixée dans le contrat et que le contrat est arrivé à expiration, tout jour supplémentaire elle devient occupant sans titre. D'accord. Elle n'a pas le droit d'occuper les lieux parce que le contrat, il est arrivé à expiration. Maintenant, il faut faire attention à ce qui a été formulé sur le contrat. C'est très important parce que la tacite reconduction, elle peut être prévue par le contrat et selon quelle formulation. C'est-à-dire, on retrouve sur un certain nombre de contrats la formule suivante: avant l'expiration du contrat, il faut donner un préavis. Attention, je n'ai pas l'intention de reconduire le contrat avec vous. Donc, s'il y a un préavis prévu par la loi, pas par le contrat, il faut le respecter. Il n'aura pas été respecté, c'est possible. D'accord, donc cela dépend aussi de ce qui est prévu dans le contrat initial. Malheureusement, le temps d'antenne nous manque, l'émission touche à sa fin. Nous avions effectivement 2 heures pour évoquer toutes ces questions. Nous aurons l'occasion de refaire une émission spéciale bail commercial avec nos invités. On les remercie pour leur présence avec nous, même à distance, je le souligne. Et puis, on les remercie également pour leur disponibilité. On remercie aussi les questions d'auditeurs qui ont été nombreuses dans cette émission. Sans plus attendre, je passerai la parole cette fois-ci à justement Halima Yesni et Khadija Jabir qui sont avec nous sur le plateau d'Atlantic Radio pour un journal d'information en langue arabe. Quant à moi, je vous dis excellente suite des programmes sur Atlantic Radio.